le bon point que je donnerais en premier lieu au plan Bayrou, c'est qu'il a essayé de poser le diagnostic avec, je pense, le côté urgent qu'il fallait mettre. C'est-à-dire vraiment, en fait, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû faire ce plan. On a dévié lentement. Là, on est arrivé quand même vraiment tout près du mur, et donc c'est pour ça qu'on agit, et c'est pour ça qu'on parle que de budget depuis presque un an, parce qu'on n'a plus le choix. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en cette édition du 17 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser, la décortiquer pour éventuellement vous la modéliser, vous proposer des stratégies d'investissement ou de trading et pour bien comprendre, continuer à bien cerner l'environnement économique dans lequel on évolue, et bien j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau de TV Finance Antonin Bergeaud. Bonjour Antonin. Bonjour. Merci beaucoup, Antonin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, vous êtes professeur associé à HEC, vous êtes également lauréat, vous avez du prix du meilleur jeune économiste 2025 et vos travaux portent, si j'ai bien compris, sur la croissance, sur l'innovation technologique et sur la productivité. Avec vous, on va revenir sur le budget 2026 du gouvernement Bayrou qui semble se distinguer par la recherche d'un équilibre entre maîtrise budgétaire et stimulation de la productivité nationale. Mais pour certains économistes, cette obsession de la productivité semble être réductrice car axée principalement sur la réduction des effectifs, la discipline salariale et l'accroissement du temps travaillé sans véritable dynamique. Antonin, avant de rentrer dans le détail de ce plan sous l'angle, à l'aune de la productivité, est-ce que vous partagez ce constat d'urgence? Est-ce qu'il est nécessaire de prendre des mesures adéquates pour dévier cette trajectoire budgétaire française? Oui, je partage assez largement ce diagnostic d'urgence. En fait, je pense qu'on est arrivé dans une situation où on n'a plus de marge budgétaire. On a laissé un peu dévier les finances publiques. En fait, surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a un ralentissement du PIB. Donc, le dénominateur du ratio dette sur PIB ralentit, diminue. Donc, forcément, ça augmente le ratio. Et quand le dénominateur ralentit et qu'on n'arrive pas à le relancer, on va sans doute en reparler, il reste à réduire le numérateur, donc les dépenses publiques. C'est un peu urgent parce qu'en fait, on a besoin de dégager assez rapidement des marges budgétaires. On a alors des investissements déjà à court terme, on a parlé de l'armée. Il y a évidemment les dépenses de santé qui augmentent, il y a tout un tas de dépenses un peu structurelles qui vont augmenter, qu'il faut il y a la pyramide des âges. Voilà, la population vieillit, on sait à peu près, on a une bonne idée de quelle va être la trajectoire de la hausse des dépenses de santé, et sauf à penser qu'on a envie d'arrêter de se soigner mieux, on va avoir des dépenses supplémentaires. Il y a l'armée, il y a la transition énergétique et environnementale. Il va y avoir tout un tas éventuellement de chocs. On veut réindustrialiser, on veut sécuriser les chaînes de valeur. Donc voilà, tout ça, ça coûte beaucoup. Et on a besoin de marge budgétaire. Donc la solution, puisqu'on n'arrive pas à relancer la productivité, effectivement, malheureusement, à court terme, c'est de réduire les dépenses publiques ou d'augmenter la fiscalité, ce qui est un peu identique, ou d'agir sur le seul levier qui reste, qui est le plus immédiat, mais qui est honnêtement une forme de recul, c'est le temps de travail. Voilà, on augmente le temps de travail, ça augmente le PIB. Et on n'agit pas sur la productivité, qui est vraiment le problème fondamental. Mais au moins, on a réglé temporairement le problème de PIB. De PIB. Alors, on va revenir sur tout en détail sur ce dont vous avez parlé. Donc, on comprend que c'est peut-être un pansement à court terme qui pourrait avoir du sens, cette stratégie budgétaire d'austérité douce. Mais est-ce qu'elle est compatible avec une hausse de la productivité à moyen terme, ou est-ce qu'on risque d'entrer très clairement dans une période de stagnation économique? Bon, il y a deux volets dans le plan. Il y a le volet réduction de la dette, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui était essentiellement de la hausse de la fiscalité et réduction de la dépense publique. Celui-là, il peut avoir un impact sur la productivité, mais assez difficile à établir en amont, et puis surtout qui serait plutôt négatif en général, puisqu'on touche à de la dépense publique, donc à moins de penser vraiment qu'il y avait une dépense particulièrement inefficace, qui est quand même quelque chose qu'il faut évaluer, mais enfin globalement, en général, ça a plutôt un effet négatif. Et puis il y avait l'autre volet qui était censé justement relancer la production, sur lequel on a quand même assez peu d'éléments, donc c'est assez difficile de se prononcer. Mais effectivement, qui est celui qui aurait plutôt vocation à essayer de relancer la productivité. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est des choses qui prennent longtemps, on a vraiment des problèmes structurels à régler. Donc il y a effectivement la question qui a été évoquée de France 2030, de la politique structurelle, la politique industrielle est-ce qu'on met le paquet sur les technologies de demain qui, du coup, auront des effets sur la productivité dans le sens où ça nous permettra d'accélérer la transition numérique sur laquelle on a avoir du sens. Ça, c'est plutôt des bonnes choses. Des bonnes choses, mais il faut avoir conscience qu'on investit quand même significativement moins que d'autres pays. Alors, en Europe, on est plutôt en tout cas sur les technologies type IA,
type deep tech, quantum computing, etc. On est plutôt en Europe assez devant. On a quand même pris la mesure, je pense, de l'importance d'investir beaucoup dessus. Si on compare la Chine et aux États-Unis, on n'existe pas. Enfin, c'est vraiment deux mondes différents. Peut-être que la Chine et les États-Unis surinvestissent, c'est mais on n'a pas les mêmes capacités non plus, de toute façon. On aurait les mêmes capacités au niveau européen. On n'active pas assez les leviers européens. En fait, chaque pays fait maintenant sa politique. En France, là, le plan qui a été annoncé, il est vraiment franco-français. C'est des leviers qu'on active au niveau français. Mais en tout cas, oui, il y a l'idée derrière d'essayer à la fois de se dégager une marge à court terme en augmentant le temps de travail avec les 2 jours fériés. Bon, qui est énorme, mais on va y revenir. Mais voilà. Et puis, à plus long terme, d'augmenter la productivité, parce qu'en fait, c'est le seul moteur de la croissance à long terme. Donc, c'est le seul moteur de la croissance à long terme. Alors, c'est marrant, je vais dévier un peu sur les questions, des questions que je vous ai envoyées, mais vous parlez justement de l'Europe. On a vu ce matin la Commission européenne qui a pour projet de mettre en place un gigaplan de 2000 milliards mesuré contre 1200 milliards actuellement. Et ben, l'Allemagne a déjà dit non. Du coup, par la force des choses, c'est bien beau de vouloir comparer l'Europe aux États-Unis, à la Chine, mais globalement, il faut peut-être arrêter, quoi. Oui, en fait, je pense que le problème auquel on se confronte souvent en Europe, c'est qu'on dit souvent, l'Europe, c'est un grand marché, mais il est très fragmenté, donc ça nous pose des problèmes. On ne peut pas trop se comparer aux États-Unis et à la Chine, parce qu'en fait, même si on a un PIB, on va dire, comparable, en fait, on est une succession, on a un agrégat de pays, et on a des politiques communes, mais qui sont en fait, qui pèsent pas grand-chose. Et pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on veut lancer un plan d'envergure, plan d'investissement, d'innovation, un plan industriel européen, on est confronté à un peu une logique de retour national, c'est-à-dire que chaque pays veut soit pouvoir rester maître du financement, avec la peur toujours, espèce d'aléa moral des autres pays d'Europe qui pourraient profiter un peu comme ça du grand portefeuille de pays d'Europe du Nord pour éviter de faire les réformes chez eux, ou alors carrément qu'on veut avoir le fruit, le retour de cet investissement chez nous. Et comme en Europe, on n'a pas de mécanisme de transfert automatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas un pays, l'Europe c'est pas un pays, donc s'il y a une région qui s'appauvrit, elle va pas automatiquement recevoir des transferts des régions les plus riches. On a des dispositifs de cohésion territoriale, mais qui sont pas automatiques, qui sont des plans avec des visions très... Donc c'est très administratif, c'est ça que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'en fait... non, mais si vous êtes en Italie du Sud, vous êtes plus pauvre qu'un Néerlandais, et si on investit massivement aux Pays-Bas, parce que c'est là qu'il faut, en termes, pour que ce soit le plus optimal, c'est là qu'il faut mettre le cluster IA de demain, et vous n'allez pas avoir énormément de retours, même à moyen terme. Okay. Alors que si on était aux États-Unis, vous avez un État fédéral qui transfère énormément. Donc il faudrait à minima qu'on mette ça en place pour au moins pouvoir faire accepter aux populations européennes et donc au gouvernement de chaque pays une politique commune qui, en fait, génère des effets hétérogènes, quoi. C'est vraiment dans les endroits les plus dynamiques où on va avoir des effets positifs. Et ça, c'est possible ? C'est compliqué parce que tout le monde veut un retour immédiat et puis qu'en plus on a quand même une forme d'euroscepticisme un peu global en Europe. Et donc si on annonce aujourd'hui, alors qu'on est en déficit budgétaire en France et qu'on fait tous des efforts, qu'on va investir 50 milliards en Suède, je ne sais pas si ça va marcher. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait peut-être faire et il faudrait qu'on arrive à passer justement cette logique de retour national. Écoutez, ça semble effectivement pas être la dynamique actuelle. On va revenir sur le plan Bayrou 2026, qui en grande part cherche à réduire certaines dépenses sociales. Est-ce que ces réductions peuvent nuire à la productivité du travail via un effet, et c'est là où c'est intéressant, sur le capital humain, donc en gros sur la motivation ? Alors, les 2 jours, l'idée, je pense très claire, c'est d'augmenter le temps de travail. C'est vraiment le problème. Mais là, 2 jours, c'est quoi ? Ça permet de dégager quoi ? Entre 3, 5 et 4 milliards Oui, c'est dur à dire. 2 jours, en gros, sur une durée de temps de travail de 200 jours, ça fait 1%. Donc, alors évidemment, il y a des gens qui travaillaient ces jours-là. Il y a des professions libérales, etc. Mais théoriquement, ça pourrait faire 1% de temps de travail en plus. On va dire que si on divise par 2, ça fait 0,5% de temps de travail en plus. C'est beaucoup augmenter le PIB de 0,5. J'ai lu 0,01. Voilà, après, effectivement, il y a une question de démotivation, il y a des questions d'arrangement, et puis évidemment, c'est très difficile à quantifier, mais un des problèmes avec ces jours fériés, donc c'est ça que ça réduisait le temps de travail, mais effectivement, pas énormément, c'est pas ça qui va changer l'écart qu'on a avec d'autres pays. Ça désorganisait un peu la production. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un peu ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que le mois de mai est complètement mité par plein de jours, ce qui fait que c'est pas tant le fait qu'il y a un jour en moins que le fait qu'en fait il y a un quart des employés qui vont prendre du coup 3 jours de congé à ce moment-là, donc on va devoir un peu arrêter la production, etc. Donc ça désorganisait un peu la production en mai. Et là, c'est assez difficile à quantifier cet effet un peu de désorganisation. Maintenant, effectivement, augmenter le temps de travail avec l'espoir que ça va augmenter la production, c'est logique puisque finalement, c'est là où on manque. Mais il ne faut pas s'attendre à un effet 1 pour 1 parce qu'effectivement, il y a une forme de démotivation.
globalement, les études qu'on a montrent que augmenter le temps de travail, ça a tendance à réduire la productivité. Et bon, quand on est plus en plus fatigué, évidemment, on a plus de chances de se blesser, de tomber malade. Voilà, enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais effectivement, ça. Alors, la question, c'est de savoir si, normalement, les études dont je parle, on trouve que l'effet commence à être négatif en décroissant à partir de 40-45 heures par semaine. On en est assez loin. Donc, peut-être qu'effectivement, en France, le temps de travail est plutôt faible, donc peut-être que ça n'aura pas d'impact sur la productivité. Maintenant, je pense que le diagnostic sur le temps de travail ici n'est pas forcément le bon, parce que le problème de temps de travail en France n'est pas sur la marge intensive, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui travaillent pas assez, il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Donc libérer 2 jours fériés, le taux d'emploi. Le taux d'emploi ne va pas bouger, quoi. On ne va pas faire travailler plus de monde avec 2 jours. Et donc on va faire travailler plus des gens qui travaillent déjà, plutôt plus qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas. Ça va c'est pas forcément le levier qu'il aurait fallu activer. Malheureusement, le levier qu'il faut activer pour augmenter le temps de travail global, c'est-à-dire d'augmenter le taux d'emploi, c'est alors de faciliter l'entrée des jeunes sur le marché du travail, ce qu'on a globalement fait depuis quelques années, ou faire travailler les seniors. Et ça implique probablement de décaler l'âge de départ à la retraite, qui est, comme on le sait... Donc vous êtes partisan ? Je suis pas globalement, je suis assez peu partisan d'augmenter le temps de travail. Je trouve que c'est une forme de recul. Vous êtes plutôt pour l'innovation. La rupture doit se faire par l'avancée. Le levier, c'est l'innovation technologique, en fait. Voilà, je pense que l'innovation, normalement, nous libère du temps. On n'est pas censé travailler plus avec le progrès technique. Maintenant, je veux dire, quand on est coincé et qu'on a besoin d'activer un levier pour libérer de la marge budgétaire, on n'a pas le choix. Mais il faut avoir conscience que c'est parce qu'on est coincé qu'on fait ça. C'est pas une logique, on va dire, structurelle du développement économique. Je comprends. Donc en fait, en réalité, supprimer ces 2 jours fériés, en fait, c'est juste un, comment dire, c'est une mesure avant tout symbolique qui permet d'orienter peut-être le débat populaire vers ces mesures, en mettant de côté finalement les vrais sujets, les vrais freins à la productivité actuelle, la formation, le fonctionnement du marché du travail dont vous parlez. Est-ce que finalement, par la force des choses, ce plan qui ne traite pas justement de la formation, le fonctionnement du marché du travail, de l'innovation technologique, est-ce que ce plan ne passe pas à côté du sujet fondamental qui est la vraie relance de la productivité ? Alors, je serais pas aussi dur avec ce plan, parce que déjà c'est un plan de réduction des dépenses publiques, donc on est un peu limité dans ce qu'on peut faire. On est obligé d'agir à minima à budget constant. On peut pas dire on va relancer, on va faire un grand plan d'investissement dans l'éducation. On n'a pas d'argent, c'est pas possible. Il faudrait le faire, mais on est très contraint. Il y a quand même un volet sur la politique industrielle. Je pense qu'il y a France 2030 qui a été préservée. C'est quand même une grosse enveloppe budgétaire qui était quand même un peu menacée vu l'ampleur qu'elle a. C'est quand même 50 milliards d'euros. Aujourd'hui, on aurait pu penser qu'il y aurait pu avoir une tentation d'aller récupérer un petit peu là-dedans. Ça a été préservé, ce qui montre quand même que le gouvernement a quand même envie de maintenir un cap et pas renoncer au développement de sa stratégie d'innovation. Il y a toujours l'idée qu'effectivement, il faut... je pense que le diagnostic est quand même bien compris. Maintenant, malheureusement, on est assez limité. Il y a un levier européen qu'on a un peu de mal à activer. Et puis, il y a des vrais problèmes sur lesquels auxquels on ne s'attaque pas vraiment, c'est-à-dire l'éducation, le niveau d'éducation qui baisse, le développement d'un vrai outil d'incitation des entreprises pour innover. Pour l'instant, on a un crédit d'impôt recherche qui n'est pas très incitatif, qui a beaucoup de problèmes d'aléa moral, qui va beaucoup vers les grandes entreprises. On n'a pas vraiment d'outils un peu disruptifs pour aller pousser les entreprises à prendre plus de risques. C'est un peu le problème qu'on a en France et en Europe. Les entreprises vraiment prennent pas beaucoup de risques. On a plutôt tendance à innover dans des technologies qu'on maîtrise depuis très longtemps, et puis on fait la version N+1 de la technologie qu'on maîtrise déjà. Donc ça n'a pas d'effet énorme sur la productivité parce qu'on ne va pas aller capturer des nouveaux marchés. Donc on dérive, il n'y a pas de... On dérive doucement. Il y a pas de, on n'est pas. Il n'y a pas de grand choc en fait. Il n'y a pas de grand choc. On dérive doucement depuis des années. Et on n'arrivera pas de la même manière qu'il n'y a pas de choc négatif, on n'arrivera pas à créer un choc positif pour aller dans l'autre sens. Donc, mais qu'est-ce qui manque justement ? C'est une question. C'est quoi ? C'est nos dirigeants qui n'ont pas cet ADN cet ADN en soi de la compétitivité, de la productivité. Ils sont peut-être trop timides, peut-être. Bon, il y a en ce moment les marges politiques sont quand même assez compliquées parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Je suis pas effectivement dans le panorama politique français. Tout le monde n'a pas. Tout le monde déjà beaucoup de monde a du mal à comprendre ce qu'est la productivité et l'innovation. La productivité, vous pouvez nous le rappeler. En gros, c'est faire plus avec la même chose, en gros. Voilà, ou faire plus avec la même chose, ou faire autant avec moins. Ce qui est parfois ce qu'on oublie parfois, parce que c'est aussi ça la productivité.
Et souvent, productivité, on l'associe à temps de travail. D'ailleurs, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent. Il faudrait augmenter le temps de travail pour devenir plus productif. C'est l'inverse. Productivité, c'est plutôt réduire le temps de travail ou le maintenir, comme vous dites, mais en produisant plus. Et produire plus, ça ne veut pas dire produire plus en quantité. Ça ne veut pas dire qu'on va consommer beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on va consommer mieux. On va produire des produits de meilleure qualité, plus durables, plus respectueux de l'environnement, etc. Donc, c'est aussi ça la productivité. Donc, c'est malheureusement très souvent mal connoté en France. C'est pas vrai, c'est surtout vrai en France, c'est pas vrai dans tous les pays. Et donc, on a du mal à déjà penser une politique pro-productivité et encore moins l'affirmer et l'assumer parce que c'est tellement mal connoté qu'on va passer pour un esclavagiste qui veut revenir au XIXe siècle et refaire travailler les employés avec un fouet. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Donc c'est ça la productivité. Donc comme c'est mal compris, effectivement, c'est très difficile d'avoir une politique un peu cohérente là-dessus. Moi, je pense que de toute façon, et ça a quand même été bien identifié depuis quelques temps, la solution, elle peut se faire qu'au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau français, on peut effectivement inverser un peu la tendance, on peut essayer de faire un peu mieux. Il y a des pays européens qui s'en sortent mieux que nous, donc on peut faire comme l'Italie, notamment. L'Italie, d'un point de vue purement budgétaire. Oui, alors budgétairement, c'est vrai. L'Italie a aussi beaucoup de problèmes structurels, mais effectivement, ils sont dans une trajectoire un peu différente de la nôtre. Mais il y a des pays qui, d'un point de vue de la productivité et de l'innovation, sont très comparables aux États-Unis, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas. Mais c'est des modèles radicalement différents du nôtre. On pourrait décider d'aller vers ce modèle, mais au niveau européen, il faudrait surtout qu'on décide d'une stratégie commune. Et là, on va se heurter à un problème. Alors, j'ai dit, il y a déjà le problème du retour national et de la fragmentation qui est quand même difficile à dépasser. Mais même au-delà de ça, il y a une forme d'incompatibilité en Europe qu'il faut qu'on arrive à aussi poser sur la table, qui est qu'on a, on a parlé tout à l'heure d'aversion au risque, on a une population européenne qui est globalement averse au risque, qui a de l'épargne, mais qui n'a... Il suffit de voir les niveaux d'épargne. Exactement, le niveau d'épargne est très élevé, et surtout, il est très globalement placé sur des livrets ou des outils peu risqués. Vous avez... effectivement, peu d'expérimentation. La voiture autonome, il n'y en a pas... très très peu en Europe, alors que vous avez en Californie, il y en a partout. C'est pas qu'on a peur, mais on a beaucoup de régulations, beaucoup de protections qui font que dès qu'on veut avancer, on attend d'être sûr. On prend le temps vraiment de tout vérifier. Sur l'IA, on a commencé par réguler parce qu'on veut protéger les données individuelles. Alors, c'est une bonne chose, mais avant même de savoir vraiment vers quelle direction allaient aller ces technologies, on a décidé de réguler. Donc voilà, en Europe, on a cette tendance. Et sur l'environnement aussi, on a une tendance à être très protecteur, plutôt une fois une bonne chose, mais la question est de savoir si ça c'est compatible avec la stratégie d'innovation sur laquelle on prétend vouloir aller, qui est une stratégie en fait très calquée sur ce qui se fait aux États-Unis globalement, c'est-à-dire on libère les entreprises pour qu'elles innovent, pour qu'elles prennent plus de risques, pour qu'on arrive à faire plus de dépenses de R&D. Moi je pense pas que ce soit compatible. Clairement, on peut pas avoir à la fois un système de régulation hyper protecteur. On ne peut pas investir énormément pour l'environnement. On ne peut pas avoir aussi une forme de cohésion territoriale, un niveau d'inégalité relativement bas, en tout cas plus bas qu'aux États-Unis, un niveau de fiscalité plus élevé, et en même temps innover autant que les Américains. Et il faut qu'on choisisse. Il faut qu'on choisisse, mais de vous à moi, j'ai une question sur ce que vous dites, mais de vous à moi, concrètement, c'est très clairement structurel. Ces problèmes sont structurels. On ne reviendra jamais dessus, l'Europe ne reviendra jamais dessus, à moins de la déconstruire, mais sinon... Oui, alors... Bon, je ne sais pas si on reviendra dessus, je ne pense pas non plus, mais surtout la question c'est de savoir si on a ce paysage régulatoire parce qu'on est protégé et qu'on veut être protégé. Dans ce cas, c'est juste... Assumons-le et ne cherchons pas... Mais dans ce cas, il faut trouver notre modèle d'innovation. Et ce ne sera pas le modèle américain. Et ce n'est pas l'actuel. Mais il y a quoi d'autre comme modèle d'innovation du coup, je sais pas, on est quand même alors avec beaucoup de régulation, on est relativement limité naturellement par ce qu'on peut faire. Mais on peut probablement essayer de faire un peu mieux que ce qu'on fait maintenant, mais forcément, on va jamais réussir. On va pas être les États-Unis. On ne sera pas les États-Unis, mais à un moment, la France était un des pays qui déposait le plus de brevets au monde. C'était, c'est fini cette époque-là. C'était il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années. Alors vous êtes bien jeune, c'est pour ça, mais une dizaine d'années, je dirais. Ouais. Je pense c'est un peu plus long que ça, même si je suis jeune. Non, mais on a eu avant les années 90, même 80, on avait une politique industrielle en France qui était très dynamique, très massive, avec un État stratège qui prenait des décisions de manière un petit peu autoritaire et avec beaucoup moins de régulation, beaucoup moins aussi d'attention pour l'environnement. Il y avait beaucoup moins de freins. Et ça marchait globalement. Et puis dans les années 80 et 90, on est un peu revenu de ça. On a considéré qu'il fallait
un peu dans la logique de la construction européenne que les États se retirent de la politique d'innovation. Le marché a pris le relais, il y a eu plutôt quelques succès, c'est-à-dire qu'on a globalement un environnement des affaires en Europe qui est modernisé, on n'a pas moins de problèmes de pouvoir de marché que les Américains, on a une concurrence qui est un petit peu plus libre, évidemment le marché le marché libre fonctionne à plein régime, mais en fait on n'a plus de stratégie globale de politique d'innovation, ce qui fait que assez globalement on a complètement raté le virage de l'informatique à ce moment-là. Et on paye encore ce retard qu'on accumule depuis. Ouais, vous mettez bien en avant le rôle hyper déterminant de l'Union européenne, de la construction européenne en fait. Antonin, vous disiez à un moment que on pouvait prendre que certains pays scandinaves, Suède, je crois, vous avez cité la Norvège, également les Pays-Bas, un peu plus au sud, mais avaient une stratégie d'innovation nettement différente de la nôtre. En quoi elle se distingue justement de la nôtre, leur stratégie? Alors globalement, ce qui est donc la Suède, les Pays-Bas, le Danemark ont des grandes entreprises, mais évidemment, c'est pas non plus il y a personne qui vient concurrencer Google, Apple, etc. Donc ça reste, on est quand même encore loin de ce que peuvent faire les Américains, parce qu'évidemment, c'est des marchés petits. Mais il y a beaucoup de succès, individuels dans ces pays. C'est des pays qui innovent beaucoup, qui investissent beaucoup plus en recherche et développement. La Suède, c'est 3,5% du PIB suédois dans la R&D. En France, c'est 2,2%. Donc, on est vraiment très, très loin derrière. Et ça a l'air d'être des chiffres, on se dit 2,2, 3,5. Oui, le Kidam pourrait dire, c'est 1%. Si en Europe, on dépensait 3,4%, ce qui est d'ailleurs le niveau américain du PIB, on dépenserait 200 milliards de plus par an. Mais c'est gigantesque. Qu'on fait actuellement. 200 milliards, c'est je sais pas, 50 000 laboratoires qu'on peut financer. Nous, on fait un plan à 50 milliards, donc imaginez... voilà, donc ce serait... Mais c'est de l'argent essentiellement privé, en plus, puisque c'est le gap, la différence se voit surtout dans l'argent privé. Il y a un levier de ce côté-là. Donc là, c'est là qu'il faut activer le levier. En fait, le problème de dépenses de R&D en Europe, et même si on compare à la Suède, mais encore plus aux États-Unis, c'est le financement privé. Le public dépense beaucoup. On est en gros à 1% du PIB, comme aux États-Unis. La différence, c'est que les entreprises ne rajoutent que 1,2% du coup du PIB en dépenses de R&D, quand aux États-Unis, les entreprises rajoutent 2,5%. Donc c'est aux entreprises de faire l'effort, en fait. Alors, c'est aux entreprises de faire l'effort. Maintenant, les entreprises, on sait qu'elles ne font pas l'effort, qu'elles sont frileuses. En général, elles répondent aux incitations essentiellement. Donc, quand on voit ce genre de chiffres, en général, le réflexe, c'est de se dire on n'a pas un système incitatif suffisamment performant pour que les entreprises utilisent 1% du PIB qui est injecté dans l'économie par les différents États pour la recherche et développement, pour l'utiliser, pour expérimenter, pour prendre des risques et pour, in fine, avoir un effet multiplicateur. Donc pourquoi ? Parce que essentiellement, c'est beaucoup du crédit d'impôt, ces dépenses de R&D publiques. Et l'impôt, c'est utile, ça fait baisser le coût de la R&D, mais ça ne vous incite pas à aller vers une direction particulière. Ça ne vous incite pas à prendre des risques, et ça ne vous incite pas particulièrement à sortir de votre zone de confort. En gros, vous récupérez 30% de vos dépenses de R&D, pour parler du crédit d'impôt recherche en France, quoi que vous fassiez. Vous preniez un risque ou pas, et vous n'avez pas vraiment intérêt à prendre un risque dans ce cas. Est-ce que 30%, c'est pas assez, ce que vous dites ? Non, le crédit d'impôt recherche, c'est quand même coûte 7 milliards par an en France, donc c'est beaucoup. C'est juste que, si vous voulez, vous récupérez 30%. Si vous êtes Renault, par exemple, vous allez récupérer 30% que vous fassiez la version... D'accord, la version améliorée de la version R5. Voilà, ou alors, et vous auriez eu aussi 30% si vous décidez de changer radicalement la manière dont vous produisez, vous prenez plein de risques, etc. Je pense qu'il aurait été préférable de dire on va vous donner un peu plus si vous prenez un risque, pour essayer de pousser les entreprises à sortir un peu de cette... Donc on n'a pas d'outils incitatifs de ce point de vue-là à prendre des risques. On n'a pas assez de commandes publiques, on n'a pas assez de politique industrielle. Encore une fois, on revient à la fragmentation du marché européen. Avec un PIB qui ne progresse pas non plus, sans cesse, il est revu à la baisse. Comment est-ce que vous voulez aussi... Oui, mais le PIB, c'est aussi le résultat du fait qu'on n'innove pas assez. Tout ça, si on veut sortir... On est dans un équilibre, il y a une logique dans laquelle on est, donc effectivement, tout est très cohérent. Si on veut sortir de cet équilibre, il faut sortir. Pour en sortir, il ne faut pas attendre de comprendre. Et c'est un peu toujours le problème. On se dit, oui, on va attendre que ça soit réglé pour régler le problème numéro 2. Non, à un moment, si on veut sortir d'un équilibre, il faut sortir de l'équilibre. Donc, il faut agir sur un levier qui est sans attendre que les autres soient réglés. Alors, justement, on est sorti depuis quelque temps d'une forme d'une sortie de la rigueur budgétaire qui était normalement la nôtre, enfin, du moins d'un paradigme budgétaire assez sain. On en est sorti. Très simplement, Antonin, est-ce que la rigueur budgétaire est peut-être compatible avec relance industrielle ? Ça peut ne pas être incompatible. Non, mais alors, ça veut dire non. Oui, je veux dire, ça dépend ce qu'on met derrière la rigueur.
Le plan Bayrou. Le plan Bayrou, pour l'instant, effectivement, il y a eu des hausses d'impôts. Donc, déjà, les hausses d'impôts, ça a plutôt tendance à réduire le temps de travail, ou la motivation, ou ce que vous voulez. Donc, c'est pas très compatible avec une hausse de la productivité. Maintenant, il faut bien comprendre qu'on est coincé. Donc, de toute façon, il faut dégager de la... c'est ça. En fait, je pense que c'est surtout... Moi, le bon point que je donnerais en premier lieu au plan Bayrou, c'est qu'il a essayé de poser le diagnostic avec, je pense, le côté urgent qu'il fallait mettre. C'est-à-dire vraiment, en fait, ça fait bien longtemps qu'on aurait dû faire ce plan. On a dévié lentement. Là, on est arrivé quand même vraiment tout près du mur. Et donc, c'est pour ça qu'on agit et c'est pour ça qu'on parle que de budget depuis presque un an, parce qu'on n'a plus le choix. Donc, quand on n'a plus le choix, maintenant, il faut trouver la moins mauvaise des solutions. Évidemment que l'austérité, c'est pas bon pour la productivité, c'est pas bon pour l'innovation, parce que de toute façon, quand vous... alors, même si l'État décide de préserver l'enveloppe innovation, éducation, politique industrielle, les entreprises, quand vous leur augmentez leurs impôts, le premier truc qu'elles vont couper, c'est les dépenses de recherche et développement à long terme, puisque c'est long terme, donc on peut arrêter temporairement. Ça crée de l'incertitude parce que finalement on se dit mais l'année prochaine il faudra encore trouver 30 milliards, donc on va encore augmenter les impôts, donc les entreprises pareil coupent les recrutements, coupent des projets, vont pas lancer de nouveaux projets, donc tout ça est plutôt négatif pour l'environnement des affaires et pour la R&D. Mais si on le fait pas, de toute façon ce sera pire en fait. Ce sera pire, donc il fallait faire quelque chose. Donc c'est bien d'avoir eu ces deux plans, ces deux leviers, réduire la dette et continuer à augmenter la production. Il faut pas oublier que à long terme, la seule solution pour réduire les déficits, c'est la croissance. C'est pas la réduction des dépenses publiques, parce qu'à moins de vraiment de faire un grand soir. Justement, la croissance, on en parle peut-être pas assez aujourd'hui de la croissance, mais la croissance, je dis encore une fois, le FMI, la Banque centrale française, la Banque de France revoit les perspectives de croissance française à la baisse trimestre après trimestre. Ben oui, je sais bien, mais c'est d'ailleurs la grande raison pour laquelle le déficit explose. La croissance baisse et effectivement, les dépenses publiques augmentent. Elles augmentent pour une partie structurelle, pour une partie... il y a eu aussi beaucoup de dépenses exceptionnelles qui sont devenues plus ou moins permanentes après la pandémie. C'est ça. Mais je veux dire, si on avait ne serait-ce que 2% de croissance, ce qui est vraiment pas... ce qui est loin de ce qu'on a aujourd'hui, mais enfin, je veux dire... On est à 0,7 en prévision, 0,6 pour mais 2%, c'est ce qu'on a en moyenne depuis plusieurs décennies. Donc, c'est pas non plus complètement irréaliste. On n'aurait pas de problème. 2%, vous dites. Il faudrait 2%, je vous en prie. Il faudrait 2%, c'est ce que vous me dites. Donc 2%, on en est loin, 0,6 modélisé par la Banque de France pour l'exercice 2025. 2%, enfin pour juste préciser, c'est un petit peu c'est un chiffre, donc un ordre de grandeur qui est celui qui permet de maintenir un peu notre train de vie. C'est-à-dire que le régime de retraite, par exemple, tel qu'il est actuel, il est stable, enfin il est à l'équilibre si on a 1,7, je crois 1,6 ou 1,7% de croissance compte tenu de la démographie. Donc si on a 1,7, ça veut dire qu'on arrive juste à le stabiliser. Si on a 2, on est un peu au-dessus, donc on peut se permettre en plus quelques dépenses. À 0,7, on est très loin, effectivement. Ouais, c'est ça, exactement. Alors 0,7, c'est bon, la moyenne là, c'est plutôt 1,2 si on prend les dernières années. Mais 1,2, c'est trop bas, et 1,2, ça ne permet pas de financer notre système social. Et c'est pour ça, avoir une mauvaise image de la croissance, pourquoi pas, mais en fait, encore une fois, notre système social ne marche qu'avec de la croissance. Donc on n'a pas de solution sans ça. Évidemment, on n'a pas de solution sans ça. Est-ce que le ciblage de l'effort sur les dépenses sociales et territoriales ne risque pas d'aggraver les fractures déjà existantes qui pèsent en plus sur la productivité nationale ? Alors ça, c'est un peu un angle mort de la connaissance qu'on a de la productivité en France. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui nous permettent de comprendre dans quelle mesure le problème de productivité qu'on a est très localisé. Est-ce qu'à Paris, en fait, on n'a pas de problème peut-être, alors dans les régions un peu plus. On a beaucoup de mal à mesurer ça parce que c'est conceptuellement un peu compliqué de définir la productivité localement. Les entreprises, elles sont actives un peu partout, donc il faut trouver un moyen de mesurer ça. On y travaille et on va j'espère avoir plus d'éléments. Maintenant, il est évident qu'il y a des leviers à trouver locaux, notamment en réindustrialisant, pour relancer, alors peut-être la productivité locale, mais surtout en fait l'activité locale. Parce que quand vous réindustrialisez, quand vous ouvrez une usine dans une région, peu importe laquelle, vous créez de l'emploi, des emplois plutôt bien payés, ça relance de l'activité. La productivité, c'est aussi de l'activité, c'est pas que le fait de devenir plus efficace. C'est-à-dire que si vous aviez rien avant, et puis d'un coup vous produisez quelque chose, globalement en général quand vous vous mettez à produire sur une nouvelle activité, c'est une activité
plus efficace que la précédente. Vous avez ouvert une usine, elle est plus moderne, etc. Donc vous augmentez la productivité. Et c'est vrai que là, il y a énormément, probablement une marge énorme à réindustrialiser certaines régions, parce que vous allez justement recréer de l'emploi et recréer une activité plutôt dynamique. Maintenant, réindustrialiser, la difficulté, c'est que vous pouvez le faire. Alors, je pense on le fait depuis quelques années, c'est plutôt bien. Mais si vous n'avez pas réglé les problèmes structurels, notamment en matière de compétences et d'éducation, vous allez ouvrir des usines, alors soit qui ne vont pas marcher, soit qui auront d'énormes difficultés de recrutement, c'est ce qu'on a vu, soit des usines sans emploi, quoi. C'est-à-dire des data centers, des usines complètement fablesses qui ne créent pas d'emploi. Alors, ça crée de l'activité, mais ça ne crée pas d'emploi. Ce qui est mieux que rien, mais finalement, localement, ça a assez peu de retombées. Ok, très clair. Écoutez, merci. Monsieur Bergeaud, Antonin Bergeaud, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes économiste, vous êtes professeur associé à HEC, également lauréat du prix du jeune économiste 2025. Et pour ça, bravo, félicitations. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On marque une dernière courte page de publicité dans cette édition du 17 juillet. Et on se retrouve dans un instant pour notre point bourse. À tout de suite sur